see him. What? Don't fight. Get on the ground, on your stomach. Okay. Please. I am. Face down, hands behind your back. Do it now. I didn't do anything, man. I'm scared. Stop moving. Sortez du véhicule. Maintenant. Les mains en l'air. La voix, déformée par le microphone saturé d'une caméra piéton, est celle du gardien de la paix Antoine Dubois, 6 mois de service. L'image tremble, pixelisée, capturant une scène qui allait devenir la pièce de conviction centrale dans une affaire qui ébranlerait la confiance du public et coûterait des millions aux contribuables. Face à lui, sortant avec une lenteur délibérée d'une Ford Mustang classique de 1968, se trouve Jean-Luc Diarra, un homme noir d'une cinquantaine d'années, dont le calme glacial contraste violemment avec l'agressivité de l'agent. « Monsieur l'agent, vous ne m'avez pas encore informé du motif légal de cet ordre ?» Sa voix est posée, analytique, dépourvue de la peur que Dubois attendait. « Le motif légal, c'est moi ? Maintenant, retournez-vous et mettez les mains sur la voiture. » C'est l'enregistrement de ces quelques secondes, les prémices d'une altercation de 12 minutes, qui documente l'effondrement total de la carrière d'un jeune policier et la naissance d'un scandale national. L'homme que le gardien Dubois s'apprête à brutaliser n'est pas un délinquant de banlieue égaré dans les quartiers chics. Il est le directeur de la sécurité publique, Jean-Luc Diarra, l'architecte de la politique de maintien de l'ordre pour l'ensemble du département, le supérieur hiérarchique ultime de l'homme qui lui crie dessus. L'erreur de jugement fondamentale du gardien Dubois, une décision enracinée non pas dans une suspicion légitime mais dans un préjugé racial flagrant, allait aboutir à sa révocation, à des poursuites pénales et à un accord judiciaire historique s'élevant précisément à 5 millions d'euros, une somme qui redéfinirait la notion de responsabilité policière pour la décennie à venir. Mais avant que les sirènes ne hurlent et que les carrières ne s'achèvent, il y avait le silence d'un après-midi paisible à Neuilly-sur-Seine. Tout avait commencé 45 minutes plus tôt, dans le calme feutré d'un des quartiers les plus opulents de la région parisienne. Jean-Luc Diarra venait de quitter la maison d'un vieil ami, un professeur de droit à la retraite avec qui il partageait une passion pour les échecs et les voitures anciennes. Le soleil de fin de journée filtrait à travers les platanes centenaires qui bordaient l'avenue, projetant des ombres dansantes sur le capot noir lustré de sa Mustang. Cette voiture était son sanctuaire, un projet de restauration de 7 ans qui représentait d'innombrables heures passées dans son garage, les mains couvertes de graisse, à méticuleusement redonner vie à un morceau d'histoire automobile. Chaque boulon, chaque câble, chaque note du V8 grondant doucement au ralenti était le fruit de sa patience et de sa précision, des qualités qu'il avait également propulsées au sommet de sa carrière dans la police. Il conduisait avec une aisance tranquille, la main gauche posée sur le volant en bakélite, savourant la connexion mécanique brute que les véhicules modernes avaient perdue. Il n'était pas le directeur Diarra, figure d'autorité dont les mémos et les directives influençaient la vie de milliers d'agents. Il était Jean-Luc, un homme profitant d'une fin de journée ordinaire. Les rues de Neuilly étaient un tableau de perfection suburbaine, des façades haussmanniennes impeccables, des jardins manicurés à la perfection et un silence à peine troublé par le passage occasionnel d'une berline de luxe. C'était un monde d'ordre et de privilèges, un monde dans lequel, aux yeux de certains, sa présence au volant d'une telle voiture était une anomalie. C'est cette anomalie perçue qui a attiré l'attention du gardien de la paix Antoine Dubois, en patrouille dans son véhicule de service, un Peugeot 3008. Dubois, à 24 ans, voyait le monde en termes simples, une dichotomie binaire entre l'ordre qu'il représentait et le désordre qu'il devait réprimer. Son dossier de formation, bien que globalement satisfaisant, contenait une note discrète d'un instructeur, mentionnant une tendance à l'escalade verbale et une vision rigide des procédures. Pour lui, un homme noir dans une voiture américaine tape à l'œil dans ce quartier précis ne correspondait pas à l'équation. C'était une variable inattendue qui, dans son esprit, ne pouvait signifier qu'une chose, une infraction. Le véhicule de patrouille est resté à distance pendant 3 carrefours, une présence discrète mais insistante dans le rétroviseur chromé de la Mustang. Jean-Luc Diarra n'a remarqué, bien sûr. Décennies d'expérience lui avaient appris à être constamment conscient de son environnement, une seconde nature qu'il ne pouvait pas entièrement désactiver. Il ne ressentait cependant aucune inquiétude. Sa vitesse était légale, ses papiers en règle, sa conduite irréprochable. Il a simplement supposé que la patrouille suivait son itinéraire habituel. Il n'aurait pas pu imaginer le processus de pensée qui se déroulait dans l'esprit du jeune officier derrière lui. Le narrateur omniscient, s'appuyant sur les transcriptions de l'enquête psychologique post-incident de Dubois, sait que le gardien de la paix n'a pas observé une seule infraction en code de la route. Au lieu de cela, il a effectué ce que les experts appellent un profilage par confirmation. Il avait déjà décidé que le conducteur était suspect, il ne cherchait plus qu'un prétexte aussi mince soit-il pour justifier une intervention. La décision de Diarra de tourner à droite sur l'avenue des Tilleuls lui a fourni cette excuse. Diarra a actionné son clignotant, a vérifié ses angles morts et a effectué un virage en douceur. Dans le rapport préliminaire qu'il rédigera plus tard, un document qui sera disséqué comme une preuve de parjure, Dubois écrira « Le conducteur n'a pas signalé son intention de tourner dans le délai réglementaire. » Une affirmation techniquement fausse, mais légalement suffisante pour déclencher un contrôle. À l'intérieur du Peugeot 3008, Dubois a appuyé sur l'interrupteur du gyrophare. Les lumières bleues se sont mises à clignoter, se reflétant silencieusement sur les vitrines des boutiques chics et les portails en fer forgé. Le son de la sirène n'était pas encore nécessaire. Pour Diarra, le flash de lumière dans son rétroviseur était une simple nuisance, un retard inattendu. Pour Dubois, c'était le début d'un exercice d'autorité. Il ne savait pas encore que cette simple pression sur un bouton était un acte irréversible, le premier pas d'une chute qui ne se terminerait que par sa propre ruine, une ruine documentée par 3 caméras distinctes et chiffrée à plusieurs millions d'euros. Jean-Luc Diarra gara la Mustang le long du trottoir avec une fluidité experte, le moteur s'installant dans un ralenti doux et régulier. Il coupa le contact et le silence soudain de l'avenue Cossu sembla s'amplifier. Dans son rétroviseur, il vit le gardien de paix Antoine Dubois sortir de son véhicule de patrouille, sa démarche rigide et délibérée.
La portière du Peugeot 3008 se referma avec un claquement sec qui résonna dans l'air calme de la fin d'après-midi. L'enregistrement de la caméra piéton de Dubois, plus tard synchronisé avec l'audio de la caméra de bord, capture chaque détail de la confrontation imminente. Le son des bottes de Dubois sur le gravier, le léger grincement de son ceinturon en cuir, le bruit de sa propre respiration, rapide et superficielle. Jean-Luc Diarra baissa sa vitre électriquement, un anachronisme moderne qu'il avait lui-même installé dans la portière classique. Il plaça ses deux mains bien évidentes sur le haut du volant, un geste enseigné dans toutes les académies de police pour désamorcer la tension et signaler l'absence de menace. C'était une procédure qu'il avait lui-même contribué à standardiser des années auparavant. Dubois s'arrêta à côté de la fenêtre, son ombre s'étirant sur l'intérieur luxueux de la voiture. Il ne demanda pas immédiatement les papiers du véhicule. Au lieu de cela, il laissa le silence s'installer, une tactique d'intimidation basique. Son regard balaya l'habitacle, s'attardant sur la sellerie en cuir, le tableau de bord en bois poli, puis revint se fixer sur le visage de Diarra. La première question, lorsqu'elle vint, n'était pas procédurale, elle était accusatrice. « C'est votre voiture ?» La voix de Dubois était empreinte d'un scepticisme non dissimulé. Le sous-entendu était aussi clair que blessant. « Une voiture comme celle-ci, dans ce quartier, conduite par un homme comme vous. » Diarra maintenant son calme. « Oui, agent. Les papiers sont dans la boîte à gants. Puis-je les prendre ?» Sa voix était un modèle de déférence contrôlée. Il ne montrait aucune irritation, aucune indignation. Il se contentait de suivre le protocole à la lettre. L'autorisation fut donnée d'un signe de tête brusque. Dubois observait chaque mouvement de Diarra comme un prédateur, attendant le moindre geste suspect qui pourrait valider le récit qu'il s'était déjà construit dans sa tête. Diarra tendit la carte grise et son permis de conduire. Dubois les prit sans un mot, les examinant sous la lumière déclinante. Le nom sur les documents, Jean-Luc Diarra, ne sembla lui faire aucun effet. Pour lui, ce n'était qu'un nom. La véritable interrogation se lisait sur son visage, une tension autour de sa mâchoire. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» La question était directe, outrepassant les limites d'un simple contrôle routier pour une infraction mineure. « Je rends visite à un ami », répondit Diarra, toujours sur le même temps posé. « Il habite au bout de cette rue. » La réponse simple et factuelle ne satisfait pas Dubois. Au contraire, elle semblait l'irriter davantage. La rationalité et le calme de Diarra étaient en conflit direct avec le scénario de confrontation que Dubois anticipait. Il avait besoin d'une réaction, d'une justification pour l'escalade qu'il était déjà en train de planifier. Il se pencha, prétendant regarder quelque chose sur le plancher du côté passager. « J'ai cru vous voir jeter quelque chose en vous garant. Un mouvement suspect. » C'était un mensonge flagrant, une fabrication destinée à créer un prétexte pour une fouille plus approfondie. C'était l'erreur critique, le point de non-retour juridique. Dubois venait de fourner d'une fausse allégation, une déclaration qui serait directement contredite par l'enregistrement vidéo de sa propre caméra de bord, qui montrait clairement que les mains de Diarra n'avaient jamais quitté le volant. Le jeune agent, dans sa quête pour affirmer une autorité basée sur des préjugés, venait de commettre un parjure potentiel, un acte qui allait transformer une simple plainte pour mauvaise conduite en un dossier pénal. Il ne le savait pas encore, mais chaque mot qu'il prononçait creusait un peu plus le gouffre financier et professionnel dans lequel il était sur le point de tomber. Qu'est-ce que vous feriez à la place de Jean-Luc Diarra dans cette situation ? Partagez vos pensées dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette affaire. Agent, je vous assure que vous faites erreur. Mes mains sont restées sur le volant depuis que j'ai vu vos gyrophares. Votre caméra de bord peut le confirmer. La réponse de Jean-Luc Diarra était chirurgicale. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas contesté l'autorité de l'agent, il a simplement énoncé un fait vérifiable, introduisant calmement le concept de preuve vidéo dans la conversation. Pour un policier expérimenté, une telle déclaration aurait été un signal d'alarme majeur, une incitation à la prudence et à la désescalade. Pour Antoine Dubois, ce fut perçu comme une provocation, un défi direct à sa version des faits. Le visage de Dubois se durcit, ses traits se crispant en un masque de colère frustrée. L'enregistrement audio capte un léger grincement de dents. La narration omnisciente, informée par les évaluations psychologiques ultérieures, révèle que Dubois a interprété la mention de la caméra non pas comme un rappel à la procédure, mais comme une menace. Dans son esprit, le conducteur n'était pas seulement un suspect, il était maintenant arrogant, un délinquant qui pensait pouvoir le manipuler avec des détails techniques. « C'est moi qui décide de ce que ma caméra a vu », rétorqua-t-il, son ton devenant ouvertement hostile. « Maintenant, je vais vous demander de sortir du véhicule. » « Sur quelle base légale ?» demanda Diarra, sa voix toujours égale, mais avec une nouvelle nuance de fermeté. « Vous n'avez aucun soupçon raisonnable et articulé pour justifier cet ordre. Vous êtes en train de violer mes droits constitutionnels. » L'utilisation de termes juridiques précis comme « soupçon raisonnable et articulé » a agi comme de l'huile sur le feu. C'était le langage d'un homme qui connaissait la loi, peut-être mieux que l'agent qui était censé l'appliquer. Cette démonstration de connaissance, au lieu d'inspirer le respect ou la prudence, a déclenché chez Dubois une réaction quasi pavlovienne d'agression. Il ne voyait plus un citoyen, mais un adversaire qui contestait son pouvoir. « La base légale, c'est que je vous l'ordonne », cria presque Dubois, sa voix se brisant légèrement sous l'effet de l'adrénaline. Il posa sa main sur la crosse de son arme de service, un geste d'intimidation complètement disproportionné et une violation grave du protocole sur l'usage de la force. L'image de la caméra piéton bascule violemment alors que Dubois se penche et tire sur la poignée de la Mustang. « Sortez du véhicule, maintenant, les mains en l'air !» C'est à ce moment que la scène rejoint le cold open, mais avec le contexte complet, l'injustice est encore plus flagrante. Diarra, voyant que la situation avait dépassé le point de toute résolution verbale, commença à sortir de la voiture, ses mouvements lents et mesurés pour ne pas s'être interprétés comme une agression. Il savait que chaque seconde était enregistrée. Il savait que la caméra de surveillance d'une des demeures de l'avenue, un petit dôme noir à peine visible sous un avant-toit, capturait également toute la scène d'un angle objectif et impitoyable. Il savait que la carrière du gardien du bois ne se mesurait plus en années, mais en minutes. Dubois, cependant, était aveuglé par sa propre fureur. Il attrapa le bras de Diarra avec une force brutale, le tirant hors du siège. Cette agression physique était le clou final de son cercueil professionnel.
Il ne s'agissait plus d'un contrôle qui avait mal tourné, c'était un acte criminel, une agression commise par une personne dépositaire de l'autorité publique, documentée sous tous les angles. Il tenait le bras du directeur de la sécurité publique, ignorant complètement que l'homme qu'il malmenait était celui qui signait les directives même qu'il était en train de violer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il s'apprêtait à passer les menottes, un acte qui scellait à sa ruine de manière irrévocable. Les 14 secondes de silence qui suivirent furent plus accablantes que n'importe quel cri. L'enregistrement de la caméra piéton du gardien du bois capture le son de sa propre respiration, soudainement sifflante et irrégulière. Son regard, un mélange confus de choc et de mépris, reste fixé sur Jean-Luc Diarra. Dans l'esprit d'Antoine Dubois, la réalité venait de se fracturer. L'univers qu'il avait construit, un monde simple où les hommes comme Diarra étaient intrinsèquement suspects et où lui, Dubois, était l'arbitre de l'ordre, ne pouvait accommoder la possibilité que cet homme soit son supérieur hiérarchique ultime. La dissonance cognitive était si intense qu'elle se manifesta par un rictus involontaire. Son cerveau, incapable d'accepter la vérité, choisit la seule alternative qui correspondait à ses préjugés. C'était un mensonge, un bluff audacieux et complexe d'un criminel expérimenté. Le nom, le titre, le numéro d'identification, tout cela n'était qu'un stratagème pour l'intimider, pour le faire douter. Le calme de Diarra n'était pas l'assurance de l'autorité, c'était l'arrogance d'un homme qui pensait pouvoir le manipuler avec des détails techniques. Cette conviction, née de l'ignorance et nourrie par le racisme, devint la seule vérité de Dubois. Il relâcha légèrement sa prise sur le bras de Diarra, non pas par déférence, mais pour se donner l'illusion de reprendre le contrôle. Usurpation de fonction, déclara Dubois, sa voix basse et tendue, un nouveau chef d'accusation qui venait de se matérialiser dans son esprit. C'est un crime très grave, monsieur. Vous venez de commettre une erreur fatale. La caméra de surveillance de la résidence voisine, avec son objectif grand angle impitoyable, enregistre la scène dans son intégralité. Le jeune officier gonflé d'une fausse assurance et l'homme plus âgé, immobile, qui le regarde avec une patience presque surnaturelle. Diarra ne dit rien. Il n'avait plus besoin de parler. Il avait posé les faits sur la table, et chaque action que Dubois entreprendrait à partir de ce moment serait un pas de plus vers sa propre destruction. Le silence de Diarra fut la pire des provocations. Dubois sortit sa radio de son support avec un geste saccadé. « Centrale, ici unité 34. Je demande un superviseur et des renforts immédiats au 112 avenue des Tilleuls. J'ai un individu interpellé qui se montre non coopératif et se fait passer pour le directeur de la sécurité publique. Je répète, usurpation de fonction d'un haut fonctionnaire. L'individu est potentiellement dangereux. » Chaque mot, transmis par les ondes et enregistré de manière permanente dans les journaux d'appel du commissariat, était un clou de plus dans son cercueil professionnel. Il mentait délibérément sur la non-coopération de Diarra et sur sa dangerosité supposée, des mensonges qui seraient exposés de manière spectaculaire par les multiples angles de caméra. Une voix crépitante répondit par la radio, confirmant la réception du message. « Les unités sont en route, unité 34. Temps d'arrivée estimé, 3 minutes. » L'appel était terminé. La police était en route. Les 3 minutes qui suivirent l'appel radio de Dubois s'étirèrent en une éternité tendue. Pour le gardien de la paix, c'était un compte à rebours vers la validation. Il se tenait droit, le menton leurré, savourant ce qu'il percevait comme une victoire imminente sur un criminel arrogant qui avait osé défier son autorité. Son emprise sur le bras de Jean-Luc Diarra s'était relâchée, mais il restait suffisamment proche pour projeter une image de contrôle total. Il imaginait déjà le récit qu'il ferait à ses collègues, l'interpellation d'un usurpateur de haut vol, un coup d'éclat qui marquerait le début d'une carrière prometteuse. Pour Jean-Luc Diarra, ces 3 minutes étaient un exercice de patience calculée. Il ne bougeait pas, son corps détendu, mais sa posture empreinte d'une dignité inébranlable. Il observait le jeune homme en face de lui, non pas avec colère, mais avec une sorte de détachement clinique, comme un entomologiste étudiant un spécimen particulièrement prévisible. Chaque seconde qui passait, chaque tic de la mâchoire de Dubois, chaque regard suffisant qu'il lançait, était une preuve supplémentaire qui s'accumulait dans le dossier mental que Diarra était en train de compiler. Un dossier qui serait bientôt retranscrit sur du papier officiel et scellerait le destin de l'agent. Le son lointain d'une sirène, d'abord un gémissement à peine audible, se mua rapidement en un hurlant strident qui déchira le silence de l'avenue. 2 Peugeot 5008 de police déboulèrent au coin de la rue, leurs gyrophares bleus et rouges peignant des éclairs frénétiques sur les façades haussmanniennes. Les véhicules s'arrêtèrent en crissant des pneus, formant un demi-cercle autour de la Mustang, une manœuvre tactique standard pour une interpellation potentiellement à risque. Les portières s'ouvrirent et 4 agents en sortirent, mais tous les regards se tournèrent vers le passager du premier véhicule. C'était le brigadier chef Martin, un homme d'une 50aine d'années, le visage buriné par 20 ans de service dans les rues de la capitale. Il descendit de la voiture avec l'assurance tranquille d'un vétéran, son expression neutre, prête à évaluer et à désamorcer la situation. Sa démarche était posée, alors qu'il s'approchait, son regard balayant la scène, la Mustang classique, son jeune subordonné Dubois et l'homme que ce dernier retenait. Puis son regard se fixa sur le visage de Jean-Luc Diarra. Le temps sembla se suspendre. La caméra de bord de la seconde voiture, positionnée avec un angle parfait, capture la transformation sur le visage du brigadier chef Martin. La neutralité professionnelle s'évapora, remplacée par une fraction de seconde de confusion, puis par une vague de reconnaissance qui se mua instantanément en une expression de pure horreur. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit, le sang quitta son visage. Il ne vit pas un suspect, il vit le sommet de sa chaîne de commandement. « Directeur !» Le mot sortit de sa bouche comme un souffle, à peine audible, un mélange de respect et de panique. Puis, réalisant la totalité de la catastrophe qui se déroulait sous ses yeux, sa voix explosa avec la force d'un coup de fouette. « Mon Dieu, Dubois, lâchez-le! Lâchez-le tout de suite !» L'ordre ne fut pas seulement une commande, ce fut un cri de désespoir. Antoine Dubois se figera, son univers s'effondrant en un instant. La validation qu'il attendait venait d'arriver, mais elle était dirigée contre lui. Le brigadier chef Martin le bouscula sans ménagement pour se passer devant Diarra, son attitude passant de celle d'un supérieur à celle d'un subalterne s'excusant pour la plus grave des fautes. « Directeur, je suis profondément désolé. Vous allez bien ?» Il se tourna ensuite vers Dubois, son visage une furie glaciale. « Votre arme et votre ceinturon. Posez-les sur le capot, maintenant !»
Dubois, le visage blême, obéit machinalement, ses mains tremblantes. Sous les yeux des autres agents, désormais figés par le choc, le brigadier-chef Martin ordonna à l'un d'eux d'escorter Dubois jusqu'au siège arrière de sa propre voiture de patrouille. La portière se referma sur le jeune homme avec un claquement qui sonna comme la fin d'une carrière. Jean-Luc Diarra, lui, n'avait pas dit un mot. Il se contenta de rajuster la manche de sa chemise, son regard calme suivant la silhouette défaite de Dubois alors qu'on l'enfermait dans le véhicule qui, quelques minutes plus tôt, avait été le symbole de son pouvoir. La justice a-t-elle été rendue à ce moment précis? Aimez la vidéo si vous pensez que la responsabilisation est essentielle. Les conséquences pour Antoine Dubois furent immédiates, sévères et totales. Un effondrement en cascade si rapide qu'il semblait défier la lenteur habituelle de la machine bureaucratique. Avant même que le brigadier-chef Martin n'ait fini de rédiger son rapport d'incident préliminaire, un document dont chaque mot était pesé avec la gravité d'une oraison funèbre professionnelle, la suspension sans traitement de Dubois avait été signée et validée par le service des ressources humaines. La nouvelle de l'incident, transmise par des canaux officiels et officieux, s'était propagée comme une onde de choc à travers le département, du standardiste du commissariat jusqu'au bureau du préfet. L'enquête de l'inspection générale de la police nationale, l'IGPN, souvent redoutée pour sa méticulosité et sa lenteur, fut dans ce cas d'une rapidité foudroyante. Ce n'était pas une enquête pour découvrir la vérité, c'était une procédure formelle pour documenter une vérité qui avait été enregistrée en haute définition sous 3 angles différents. Les enquêteurs de l'IGPN n'eurent qu'à synchroniser les flux vidéo. La caméra piéton de Dubois, qui capturait sa propre agression verbale et physique avec une clarté accablante, la caméra de bord de son véhicule, qui réfutait son mensonge initial sur un mouvement suspect, et la caméra de surveillance de la résidence privée, qui fournissait un contexte objectif et impartial de toute la scène, montrant un citoyen calme et un officier en pleine perte de contrôle. Le rapport de Dubois, rédigé à la hâte avant l'arrivée des renforts, devant la pièce d'accusation centrale contre lui, une preuve irréfutable de sa malhonnêteté. Chaque affirmation, de la prétendue infraction au code de la route à l'invention d'un geste suspect, était méthodiquement démontée et prouvée fausse par ses propres enregistrements. En l'espace de 72 heures, un conseil de discipline fut convoqué. La session fut brève. Les preuves vidéo furent projetées sur un grand écran dans une salle silencieuse. Il n'y avait rien à débattre. La décision fut unanime. Révocation pour faute grave. Les motifs officiels, listés dans l'avis de licenciement qui lui fut remis dans sa cellule de garde à vue, étaient une litanie de manquements professionnels, violation flagrante du code de déontologie, usage excessif et injustifié de la force, falsification délibérée d'un rapport officiel et conduite ayant porté une atteinte irrémédiable à l'image et à l'honneur de la police nationale. Sa radiation des cadres était permanente et assortie d'une interdiction définitive d'exercer toute fonction au sein de la fonction publique, garantissant ainsi qu'il ne pourrait jamais plus porter un uniforme ou exercer une quelconque autorité au nom de l'État. Sa carrière, qui avait à peine commencé 6 mois plus tôt, était terminée de la manière la plus ignominieuse qui soit. La sphère administrative n'était que le premier cercle de l'enfer qui s'ouvrait sous les pieds d'Antoine Dubois. Parallèlement à la procédure disciplinaire, le dossier fut transmis sans délai au procureur de la République, qui, au vu de la nature des preuves et de la position de la victime, engagea des poursuites pénales avec une célérité rarement vue. L'affaire ne laissait aucune place à ambiguïté ou à la négociation d'une peine. Le ministère public l'inculpa de 3 chefs d'accusation distincts, chacun portant lui le poids de son abus de pouvoir. Le premier et le plus évident était celui de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, aggravé par le fait qu'elles avaient été commises sans motif légitime. L'enregistrement idéal de ses mains agrippant et tordant le bras de Jean-Luc Diarra constituait une preuve suffisante pour cette seule accusation. Le deuxième chef d'accusation était celui de séquestration, une qualification juridique pour la détention illégale et arbitraire de l'individu, en ordonnant à Diarra de sortir de son véhicule et en le retenant physiquement sans aucun fondement litien. Dubois l'avait prévu de sa liberté de mouvement, transformant contre le route vivant en enlèvement de courte durée aux yeux de la loi. Enfin, l'accusation la plus grave et la plus symbolique, atteinte aux libertés fondamentales par un agent public. Ce chef d'accusation visait directement le cœur de sa faute, reconnaissant que ses actions n'étaient pas seulement une agression physique, mais une attaque contre les droits constitutionnels qu'il avait fait serment de protéger. Le procès fut une formalité judiciaire. La défense de Dubois, incapable de contester les preuves vidéo, tenta de plaider l'inexpérience, le stress d'un jeune agent dans un cas si difficile, une tentative pathétique de justifier l'injustifiable. Le procureur balaya ses arguments, en projetant une nouvelle fois les vidéos pour le tribunal, laissant le calme olympien de Diarra contraster avec la fureur incontrôlée de l'accusé. Le verdict tomba rapidement. Coupable sur les 3 chefs d'accusation. La sentence fut exemplaire, conçue pour envoyer un message clair à l'ensemble des forces de l'ordre. Antoine Dubois fut condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. L'homme qui, quelques semaines plus tôt, mettait les gens derrière les barreaux, se retrouvait désormais de l'autre côté. Sa vie et sa liberté anéanties par 12 minutes de préjugés filmés. Mais la condamnation pénale et l'incarcération n'étaient que la partie visible et presque miséricordieuse de la ruine totale d'Antoine Dubois. La véritable justice, celle qui est méticuleuse, froide et permanente, s'est manifestée dans les sphères civiles et financières, où chaque aspect de sa vie a été démantelé et quantifié avec une précision comptable. La justice karmique, dans ce cas précis, n'était pas une force métaphysique, mais une série de procédures judiciaires et administratives implacables, chacune documentée par des preuves vidéo accablantes. Pendant que Dubois commençait à purger sa peine de 2 ans de prison ferme, une peine qui anéantissait toute perspective d'avenir professionnel respectable, le directeur Jean-Luc Diarra engageait une action civile contre l'État. L'objectif n'était pas l'enrichissement personnel, mais l'établissement d'un précédent juridique et financier si puissant qu'il forcerait une réforme systémique.
Le dossier, étayé par les 3 angles de caméra et le rapport falsifié de Dubois lui-même, était une forteresse juridique inexpugnable. Face à une défaite certaine et à un procès public potentiellement dévastateur pour l'image de la police, l'État a choisi de négocier un accord. Le chiffre final, rendu public pour garantir une transparence totale, est devenu une légende dans les annales judiciaires. Un accord de 5 millions d'euros. Cette somme n'était pas arbitraire. Elle a été décomposée pour servir 2 objectifs distincts et complémentaires. 2 millions d'euros furent alloués au directeur Diarra à titre de dommages et intérêts pour les préjudices physiques, moraux et l'atteinte à sa réputation. Cependant, dans un geste qui a cimenté son statut de véritable serviteur de l'État, Diarra a annoncé publiquement que la totalité de cette somme serait versée à un fonds caritatif qu'il créait, le Fonds Diarra pour l'égalité et la justice, destiné à financer des bourses d'études pour des jeunes issus de minorités visibles souhaitant embrasser des carrières dans la magistrature, la police ou le droit. Sa victoire n'était pas la sienne, elle devenait celle d'une génération future. Les 3 millions d'euros restants ont été affectés à un fonds de réforme obligatoire, géré par l'État mais supervisé par une commission indépendante nommée par le tribunal administratif. Cet argent, provenant directement du budget du ministère de l'Intérieur, a financé une refonte complète des pratiques policières au sein du département. Il a permis l'achat et le déploiement de caméras piétons de nouvelle génération pour chaque agent de patrouille, la réécriture intégrale des protocoles de contrôle routier pour y intégrer des garde-fous stricts contre le profilage racial, et surtout, la mise en place d'un programme de formation continue obligatoire sur les biais implicites et la désescalade, conçu par des sociologues et des experts en droit civique. L'erreur de 12 minutes de Dubois a ainsi catalysé une décennie de progrès. Pendant ce temps, la vie personnelle de Dubois se désintégrait. La perte de son salaire annuel de 32 500 € et de sa future pension n'était que le début. Les frais de sa défense pénale, s'élevant à plus de 75 000 € l'ont laissé avec une dette colossale qui l'attendrait à sa sortie de prison. Son nom est devenu synonyme de honte pour sa famille, et les amis qu'il s'était fait à l'académie de police ont cessé de répondre à ses appels. À sa libération, il sera un homme brisé, avec un casier judiciaire, une dette insurmontable, et la certitude qu'il ne pourra jamais plus exercer une fonction d'autorité. Jean-Luc Diarra, en revanche, a poursuivi son service avec la même dignité et la même compétence. Son calme face à l'agression est devenu une étude de cas enseignée dans les académies de police de tout le pays, un exemple de maîtrise de soi face à l'injustice. Il n'a jamais cherché la vengeance, il a exigé la responsabilité. La justice, dans son cas, n'a pas été une simple punition de l'agresseur, mais une correction durable du système qui lui avait permis d'agir. Antoine Dubois a-t-il compris, dans le silence à sa cellule, que le préjugé n'est pas une opinion, mais une dette qui finit toujours par être réclamée? A-t-il réalisé que le coût réel de ses actions n'était pas les 5 millions d'euros, mais la fracture de confiance entre la communauté et ceux qui sont censés la protéger? L'affaire a prouvé de manière irréfutable que le préjugé a un prix, et que lorsque les caméras tournent, la facture est toujours présentée, détaillée et payée jusqu'au dernier centime. Si vous avez été témoin ou victime d'une situation similaire, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre voix est importante. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que la justice documentée puisse continuer à éclairer les zones d'ombre.